Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 29 mars. Tension maximum à l'UMP que peinent à masquer les ténors, désormais aux prises. Dossier complet dans ce journal sur un lendemain de défaite explosif dans le camp majoritaire. Jean-Louis Borloo, de son côté, prend pour cible la politique du gouvernement. Il rejette la hausse du prix du gaz. Débat sur ce thème entre le sénateur UMP Pierre Hérisson et Caroline Keller de l'UFC. Que choisir ? L'AFSAPS, après le laboratoire Servier, pourrait-elle être tenue en partie responsable du scandale du Mediator? Une plainte a été déposée en ce sens. Invité du 19h, nous l'espérons tout à l'heure, le nouveau président de l'Agence du médicament, le professeur Maraninki, actuellement auditionné donc par le Sénat, et il doit nous rejoindre. Deux fortes explosions ont secoué Tripoli cet après-midi. Dans le quartier où se trouve la résidence du colonel Kadhafi, les raids aériens se poursuivent donc, alors que la marche triomphale des rebelles libyens semble entravée ce soir. Aurélien Romano. Sale journée pour les rebelles libyens. Leur avancée est stoppée net devant Sirte, la ville natale du colonel Kadhafi, qui contrôle l'accès à Tripoli. Les insurgés se sont repliés sur plusieurs dizaines de kilomètres en direction de Benjawad, après avoir essuyé le feu nourri de l'artillerie des forces loyalistes. Ces mitrailleuses sur des pick-up ne peuvent pas grand-chose face aux chars et aux canons de Kadhafi. Seul espoir pour les rebelles, des nouvelles frappes de la coalition. Aujourd'hui, c'est surtout la diplomatie internationale qui prend ses marques. La conférence du groupe de contact vient de s'ouvrir à Londres. Une quarantaine de pays, dont la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, fait le point sur l'application de la résolution 1973 de l'ONU et le pilotage politique de l'opération militaire. Au menu des discussions, l'acheminement d'aide humanitaire sur place et réfléchir à l'après-Kadhafi. En marge de la réunion de Londres, le Conseil national de transition libyen a promis des élections libres et justes. Il assure vouloir mettre en place une constitution respectant les libertés fondamentales. Un ambassadeur français va d'ailleurs prendre ses fonctions à Benghazi auprès de l'opposition. Et les pays arabes se sont montrés en retrait cet après-midi à cette conférence de Londres. Démission du gouvernement en Syrie afin que le président Bachar al-Assad mette en place une nouvelle équipe. Des concessions ont été annoncées pour répondre au mouvement de protestation. Mais dans le même temps, on le voit sur ces images, le pouvoir a réussi à faire descendre des centaines de milliers de supporters du président Assad dans la rue. Au Japon, le gouvernement se dit en alerte maximum pour tenter d'éviter une catastrophe écologique après la découverte de plutonium dans le sol et de radioactivité dans l'eau de mer. Anne Lauvergeon et 5 experts d'Areva vont se rendre au Japon pour porter assistance à TEPCO, l'exploitant de la centrale de Fukushima. La poussée de fièvre à l'UMP jusqu'au sommet de l'État, le clash Fillon-Copé avec pour toile de fond le débat sur la laïcité débouche aujourd'hui, sur un cessez-le-feu provisoire, une paix des braves négociée entre les deux hommes en présence de Nicolas Sarkozy ce matin à l'Élysée. Comment ces discordes au plus haut sont-elles reçues parmi les ténors de l'UMP que compte le Sénat? Reportage de Fabrice Cunet. Au Sénat, c'est Jean-Claude Gaudin qui, le premier, siffle la fin de la récré à l'UMP. C'était ce matin, à l'issue de la réunion de groupe. Quant à nos ministres, qu'ils bossent, qu'ils travaillent, ou, si certains avaient voulu parler, mais ils avaient la possibilité d'enfoncer un coin entre la position des Verts et la position du Parti Socialiste. Eh bien, ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils parlaient que du Front National. Allez, je crois qu'il faut recadrer les choses. Le président de l'UMP sénatorial ne fait que traduire l'inquiétude des parlementaires face à l'échange d'amabilité entre François Fillon, Jean-François Copé et consorts. Surtout face au risque d'implosion. Si on se divise, on est déjà mort. Donc il n'est pas question qu'on se divise, et je crois que les petites phrases, les petits machins, etc., il faut arrêter tout ça. Comme en 2012, il y a des élections qui sont absolument vitales, je pense que les gens vont être raisonnables et comprendre que c'est leur intérêt, y compris personnel, de jouer collectif. Un rappel à l'ordre partagé par Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre défend la diversité au sein du parti, pas les divisions. Je trouve qu'il est très important que les trois pôles politiques qui sont finalement l'essentiel, la colonne vertébrale du pays, que sont le président en charge de la vision, le gouvernement en charge de l'action et le parti en charge du débat, que les uns et les autres travaillent en bonne entente. Jean-Pierre Raffarin était ce matin à l'Élysée. Nicolas Sarkozy avait réuni François Fillon et Jean-François Copé pour un petit déjeuner d'apaisement.
Et ce soir, l'incident était officiellement clos. Mais il pourrait laisser des traces dans une formation fragilisée par ses résultats au cantonal. Et Jean-Pierre Raffarin, que nous avons vu, a été élu cet après-midi vice-président du Sénat. Cela à la place de Jean-Claude Gaudin, qui préside désormais, vous le savez, le groupe de l'UMP. Avec nous, Michaël Zamez. Bonsoir, Michaël. Bonsoir, le chef de la majorité, chouchou des députés UMP, qui avait, on s'en souvient, réclamé son maintien à Matignon. Le chef de la majorité, François Fillon, a-t-il un problème avec sa majorité ? Oh, un problème. En tout cas, ce matin, nous sommes en réunion de groupe à l'Assemblée nationale et il demande à ses troupes un geste fort. Si vous me témoignez de votre confiance, j'en serai digne. Quelques applaudissements dans la salle, mais pas d'enthousiasme comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. À la sortie, une question. Alors, François Fillon tient-il encore les rênes de sa majorité? Il lui sera en tout cas désormais très difficile, voire peut-être impossible de faire entendre ces différences au risque de passer pour l'homme qui divise. Rappelez-vous, la semaine dernière, ce qui lui vaut tous ces tourments, c'était à propos de la stratégie face au Front National. François Fillon avait pris le contre-pied de Nicolas Sarkozy, une posture, mais en tout cas pour lui, une conviction, certes, sauf que les élus étaient en pleine campagne pour les cantonales. Ils se sentent donc trahis et fragilisés par le Premier ministre, qui lui accuse, eux, de ne pas jouer collectif et de vouloir faire entendre sa propre petite musique. Mais Michel, vous savez, c'est comme dans tous les couples, quand il n'y a plus de confiance, quelque chose se casse. On n'en est pas encore au divorce, voire à la séparation, mais en tout cas au doute et aux interrogations. Merci Michaël. Alors, autre pièce importante dans ce jeu assez compliqué, Jean-Louis Borloo, qui est en phase d'émancipation, vous le savez, et qui critique de son côté la droitisation de la majorité. Le président du Parti radical demande par ailleurs à François Fillon de reprendre la main sur certains dossiers comme le prix du gaz. La nouvelle hausse de 5% s'explique par une règle contestée par Jean-Louis Borloo, l'indexation du gaz sur le pétrole. Margot Aubryot. Faire cuire ses pâtes pourrait devenir un luxe. Dès le 1er avril, la facture de gaz des 11 millions d'abonnés GDF va une nouvelle fois s'alourdir avec 5% de hausse. Une augmentation qui s'ajoute aux précédentes. En 5 ans, le prix du gaz a augmenté de 61%. Jean-Louis Borloo a lancé l'offensive. Pour le président du Parti radical, c'est la hausse de trop. Il interpelle François Fillon. L'augmentation du gaz de 5%, ça fait 20% dans l'année. 20% dans l'année parce qu'il y a une règle qui fait que le gaz est indexé sur le pétrole. L'État est le premier actionnaire de Suez GDF, le premier actionnaire. Il y a 6 mois, j'avais indiqué qu'il fallait réviser cette formule. Ce n'est pas acceptable. Voilà, c'est sur des sujets comme ça sur lesquels il faut que le chef de gouvernement reprenne la main et amplifie son action. Il a fallu cet après-midi beaucoup d'énergie à Éric Besson pour repousser les foudres des députés de gauche et du centre. Pour eux, l'État, l'actionnaire principal de GDF, doit geler le prix du gaz. Le gel du prix du gaz, encore faudrait-il que cela soit possible, répond-on dans les rangs de la majorité. Dès lors qu'on nous le vend plus cher, on est obligé de faire payer la facture plus chère. Si jamais on gèle, quelqu'un va payer. Qui va payer? L'État, c'est-à-dire l'impôt. Face à une énergie toujours plus chère, des solutions radicales existent, comme changer en profondeur nos habitudes de consommation d'énergie. On rentre dans un monde de l'énergie globalement chère. La réponse, c'est de consommer mieux, c'est-à-dire de consommer moins, donc c'est l'efficacité énergétique. La précarité énergétique touche aujourd'hui 3,4 millions de ménages, dont la facture dépasse 10% des salaires. Nos deux invités, donc Pierre Hérisson, sénateur UMP de la Haute-Savoie, bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Caroline Keller de l'UFC, Que choisir? Bonsoir. Bonsoir. Faut-il dire, comme Jean-Louis Borloo et également comme Pierre Méhaignerie, toujours dans la majorité, et comme la gauche, non à la hausse du gaz, Pierre Hérisson? Je crois que sur l'énergie, compte tenu de l'ensemble des circonstances du moment et du drame japonais, je crois qu'il faut que l'État joue son rôle de régulateur plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Je pense que Jean-Louis Borloo a raison. Très bien. Alors vous êtes d'accord avec Caroline Keller? Vous entendez les voix de plus en plus nombreuses donc dans la majorité dire il faut réguler le prix et déjà stopper la nouvelle hausse annoncée pour le gaz, plus 5%.
Mais effectivement, nous, cette hausse, pour nous, il ne faut pas qu'elle ait lieu, mais surtout, il ne faut pas qu'elle ait lieu parce qu'elle n'est pas justifiée. La formule qui est utilisée aujourd'hui pour déterminer le prix du gaz, c'est une formule qui est censée refléter les coûts d'approvisionnement de GDF Suez, mais en fait, elle ne reflète qu'une partie des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, ce par le biais des contrats de long terme. Mais GDF Suez s'approvisionne également par d'autres sources à des prix beaucoup plus bas, et ça n'est pas pris en compte pour déterminer les tarifs réglementaires. Vous estimez que la hausse annoncée n'est pas juste en quelque sorte, elle ne correspond pas à la réalité économique de GDF. Excessive par rapport aux évolutions. On pourrait d'ailleurs dire la même chose sur le prix du carburant à la pompe. On va en parler aussi. Que franchement, il y a des situations, entre autres, liées peut-être à une mauvaise organisation, à une mauvaise maîtrise et une mauvaise régulation de ceux qui prennent des bénéfices sans cause ou des avantages sans cause sur la chaîne de distribution en direction du consommateur final qui, au bout du compte, est le seul à payer. Le seul. Alors pour l'instant, on a entendu le ministre de l'Énergie et de l'Industrie, Éric Besson, mettre en avant le prix social du gaz, notamment. C'est sa réponse. Pour l'instant, le gouvernement s'arrête là. Vous voulez qu'il fasse un pas supplémentaire, dans votre sens et dans le sens des consommateurs? Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter du tout, oui, mais annoncer en l'espace de 8 jours que le prix de l'énergie va augmenter de 30% dans les 5 ans qui viennent, alors qu'on sait pertinemment qu'il a déjà augmenté dans des proportions importantes. 20% ensuite, sur l'année. Hein. Voilà, 20% sur l'année. Ça veut dire à un certain moment... Monsieur parle de l'augmentation de l'électricité de 30% qui est annoncée d'ici 5 ans. Oui, donc en l'espace de moins de 8 jours, je termine, les énergies nécessaires aujourd'hui aux ménages, à l'industrie, aux activités économiques ne peuvent pas, en période difficile, où les marges se réduisent de plus en plus et où il y a une logique de rentabilité du monde de l'entreprise, parce que c'est là où se produit la richesse, on ne peut pas laisser partir la totalité ou la quasi-totalité des marges en direction de l'énergie. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Caroline Keller, est-ce que vous avez envie d'enfourcher maintenant le cheval de bataille du pétrole et du prix de l'essence à la pompe ? Alors, je voudrais d'abord revenir sur le tarif social du gaz, parce qu'effectivement, il y a un tarif social. Il pourrait être attribué à 1 million de ménages qui sont bénéficiaires de la CMU et qui pourraient en bénéficier. Mais il y a seulement 300 000 personnes qui ont accès à ce tarif social, parce que c'est très compliqué à obtenir. Donc, c'est très bien qu'il y ait un rabais supplémentaire pour les personnes bénéficiaires du tarif social. Mais il faudrait aussi dans la proportion annoncée pour vous. Déjà, de ne pas augmenter dans la proportion annoncée, et aussi de faire en sorte que le tarif social soit vraiment attribué aux personnes qui en ont besoin. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y a quand même 3,4 millions de ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Que réclamez-vous pour les prix à la pompe qui se sont envolés ces dernières semaines ? Alors, le prix de l'essence est condamné à augmenter puisque les réserves de pétrole ne sont pas inépuisables. Nous, ce qu'on demande, c'est une taxation des profits de Total, mais que cette taxation, elle soit pas forcément pour baisser le prix de l'essence à court terme, mais que ce soit pour faire des investissements sur le long terme pour réduire la dépendance au pétrole. Mais ce que les consommateurs tout de suite veulent, c'est une baisse des prix. Oui, les consommateurs veulent une baisse tout de suite, mais le problème, c'est que la dépendance au pétrole, elle est là, et c'est surtout ça qu'il faut supprimer. Mais alors on voit en Grande-Bretagne quand même que le gouvernement a pris la décision de taxer les compagnies pétrolières. Vous l'avez observé comme moi. Comme quoi c'est possible. On me dit oui, toujours mais là, que... ça a un impact à la pompe. Hein. Oui, mais pour nous, ce qu'il faut, c'est raisonner sur le long terme. On peut effectivement raisonner à court terme et se dire on va du coup faire baisser les prix à court terme, mais sur le long terme, le prix du pétrole est condamné à augmenter. Donc ce qu'il faut, c'est réduire la dépendance au pétrole, donc faire des investissements pour développer les transports en commun, les énergies renouvelables. Le problème, c'est que ce débat sur le coût de l'énergie qui est lié à la fois à la consommation, c'est-à-dire à la demande, arrive à un moment particulièrement difficile où se pose, au-delà du débat sur le nucléaire, c'est-à-dire le pour et le contre en ce qui concerne l'électricité, se pose véritablement la difficulté de dire il y a aussi quelque part une spéculation qui se fait dès lors que la demande est plus forte que l'offre. Et c'est un peu là que se pose le problème, où la spéculation n'a absolument aucune régulation mondiale, et nous allons vivre des années difficiles parce que ceux qui détiennent l'énergie brute, c'est-à-dire le pétrole,
le nucléaire dans sa production et évidemment toutes les stratégies d'énergie renouvelable et en particulier le gaz, à l'évidence, sont détenues par des gens qui aujourd'hui peuvent en toute impunité faire de la spéculation sur ce qui est le produit essentiel avec l'eau pour la planète de demain. Jean-Louis Borloo a réagi aujourd'hui, bien sûr, au mauvais résultat de la majorité lors des élections cantonales, Pierre Hérisson. Est-ce que vous également, vous avez pris cette position devant nous tout à l'heure sur le prix du gaz en raison de cet échec électoral de votre camp? Est-ce que c'est la réponse qu'il faut apporter aux Français prioritairement, plutôt que d'autres débats? Tenter de dire que on se pose des questions sur le résultat des élections cantonales alors qu'il y a le feu à la planète. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans le bon ordre des priorités et des questions qui se posent. Il y a un vrai débat sur l'énergie, il y a le problème du Japon que l'on connaît bien, il y a une reprise économique mondiale relativement fragile, ou en tout cas qui peut être fragilisée par ce qui s'est passé avec la production nucléaire au Japon et toutes ses conséquences. Il y a une peur du nucléaire aujourd'hui qui s'est manifestée, qui va poser un certain nombre de problèmes dans la production pour l'avenir. Je crois que nous avons véritablement besoin de serrer les coudes sur des sujets essentiels. Franchement, le débat sur les élections cantonales et sur ses conséquences, je ne pense pas que ce soit une priorité et je suis un peu triste de voir la priorité que l'on accorde à ce sujet ces jours. Caroline Keller, quelle est la position de l'UFC sur la libéralisation du marché de l'électricité ? L'ouverture du marché de l'électricité et du gaz a eu lieu pour les particuliers au 1er juillet 2007, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est comme l'ouverture n'est pas effective en France sur le marché de l'électricité, encore 95% des particuliers sont au tarif réglementé. Et comme il y a des procédures de Bruxelles contre la France, puisqu'il n'y a pas une véritable ouverture du marché de l'électricité, donc il y a une loi NOM qui a été votée pour obliger EDF à vendre une partie de son électricité à ses concurrents. Aux opérateurs privés. Aux opérateurs privés, ou à 25%, c'est un maximum de 100 TWh, au prix réel de production. Donc c'était la loi sur le principe était bonne. Le problème, c'est qu'elle est détournée de son objectif initial pour permettre à EDF d'augmenter ses tarifs. On le voit bien, EDF réclame un prix de vente très élevé, 42 € par mégawattheure, alors que le prix de production est 31 € par mégawattheure. Donc s'il obtient ce prix-là, tout le débat est là, ça va faire augmenter le prix de l'électricité de 30% d'ici 2015. Donc c'est colossal et il ne faut absolument pas que l'État cède aux demandes d'EDF. Pierre Hérisson, quelle est votre position ? La libéralisation, elle a un effet direct sur la loi de l'offre et de la demande, dans la mesure où il est bien connu jusqu'à maintenant que la France produit par exemple de l'énergie électrique à un prix moins élevé d'environ 30% par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Donc avec la libéralisation, si on ne met pas en place une régulation et une obligation, eh bien nos producteurs français seront tentés de vendre l'énergie en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, dans la mesure où ils la vendront à un meilleur prix. C'est pour cette raison qu'il existe une autorité de régulation et qu'il faut qu'il y ait véritablement une fermeté sur ce sujet, qu'on ne se retrouve pas dans le même carcan avec l'énergie électrique que celle dans laquelle on se trouve avec l'énergie fossile depuis maintenant la Deuxième Guerre mondiale. Très bien, merci à tous les deux. Donc un débat à suivre. On attend peut-être des décisions du gouvernement, alors dans votre sens, à tous les deux, sur le prix du gaz, on verra. Le manque de moyens fait à nouveau descendre les magistrats dans la rue. Ils étaient plusieurs milliers à Paris, notamment, nullement démotivés par les annonces du garde des Sceaux ce matin, la création de 485 emplois. Reportage d'Élise Ecardi. Justice à deux vitesses, il faut que ça cesse. C'était la deuxième fois en moins de 2 mois. Magistrats, avocats, greffiers, personnel pénitentiaire, toute la chaîne de la justice dans la rue. Ils étaient cette fois plus de 2000. On est là à la fois pour dire qu'on veut travailler dans des conditions correctes et qu'on veut travailler en bénéficiant d'un minimum de respect de la part de notre gouvernement. Voleur, je ne pas, mais qu'est-ce que c'est que ces hurlements? C'est ce sale gouvernement. Le ministre de la Justice a annoncé aujourd'hui la création de 485 postes de magistrats et greffiers. Et sans toutefois admettre réellement qu'il manque de personnel. Je reconnais qu'il y a la nécessité de réorganiser
le service public de la justice. Il y a des moyens supplémentaires qui viennent d'être mis. Il faut aussi réorganiser les choses. Il faut aussi localiser les postes mieux. Il n'y a pas partout la même charge de travail. À la manifestation, cette annonce ne convainc pas. Pour eux, le compte n'y est pas du tout. C'est un cautère sur une jambe de bois parce que ça se chiffre par milliers pour ce qui nous concerne. Nous, on est... les chiffres qui ont été, les études qui ont été faites montrent que c'est effectivement au bas mot encore 1000 conseillers d'insertion et de probation qui devraient être en place pour arriver à avoir à peu près des conditions de travail décentes. Sur le nombre de créations de postes annoncées par le ministre, 255 seraient consacrés à la création des jurys populaires dans les tribunaux correctionnels. Un projet de loi très polémique une nouvelle fois et qui arrivera au Sénat début mai. Autre manifestation du jour, les postiers, comme ici on le voit sur ces images dans les rues de Paris, pour l'emploi, pour les salaires et les conditions de travail. Les syndicats de la Poste dénoncent la dégradation du climat social dans leur entreprise. Le prix unique du livre instauré par Jack Lang pourra-t-il résister à la révolution numérique? Les professionnels français du livre comptent sur le Sénat pour défendre le dispositif qui a permis le maintien à la fois des maisons d'édition et des librairies en France. Mais la loi pourra-t-elle freiner les offensifs venus parfois de très loin? Thomas Raguet. Le livre numérique aura-t-il un prix unique, y compris s'il est vendu depuis l'étranger? C'est en tout cas le combat que livre le Sénat, une disposition supprimée par l'Assemblée qui a préféré limiter cette règle aux livres numériques vendus par des opérateurs français, mais qui devrait être réintroduite ce soir en deuxième lecture. C'est l'affirmation d'une volonté de voir pérenniser et de voir consacrer aussi, avec les nouvelles technologies, un dispositif qui s'est révélé efficace en France et qui a protégé la diversité de l'offre culturelle en France depuis des années. Les sénateurs veulent donc une clause d'extraterritorialité obligeant des géants comme Google, Apple ou Amazon à vendre au même prix. Mais la Commission européenne ayant émis des réserves sur cette disposition, les députés ont préféré la supprimer, craignant de futures sanctions pour distorsion de concurrence. Les sénateurs, quant à eux, appellent à un volontarisme fort de la part du gouvernement vis-à-vis de Bruxelles, au nom de l'exception culturelle française. La mission d'information du Sénat sur le médiateur auditionne en ce moment même Dominique Marinaki, le nouveau président de l'AFSAPS, l'agence du médicament, une institution en crise. On peut suivre actuellement donc cette audition qui nous prive de la visite sur ce plateau du nouveau président donc, de l'agence du médicament, l'AFSAPS, dénoncé de toutes parts pour son manque de vigilance et ses conflits d'intérêts dans l'affaire du médiateur. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de recevoir prochainement donc, le professeur Marinaki, par ailleurs cancérologue réputé. C'est la fin de cette édition. Bonsoir à tous. Depuis 2003, l'invasion américaine, le terrorisme islamiste, la guerre civile entre chiites et sunnites se sont succédés sans répit pour la population. Comment vit-on aujourd'hui en Irak? De quoi est faite la vie quotidienne entre les attentats et les murs qui séparent les différents quartiers? Le journaliste Dominique Hennequin a retrouvé 4 personnes qu'il avait filmées à différentes époques, avant et après la chute de Saddam Hussein. Ce changement brutal en Irak a été une catastrophe. Maintenant, tu ne connais plus l'ennemi et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Irak, la paix ou le chaos. Samedi à 22 h sur Public Sénat. Atmosphère obscure, presque intimidante, regard énigmatique, la rétrospective des œuvres du maître de la Renaissance allemande laisse le visiteur songeur, plongée artistique au cœur du XVIe siècle. Nous voulions présenter Cranach comme un artiste de son temps,
Au-delà de sa patte, son style personnel, il est imprégné par une époque, il est surtout très ancré dans la société, car il a été un artiste à la cour durant la plus grande partie de sa vie. Peintre officiel d'un souverain, le prince électeur de Saxe Frédéric III, il officie à la cour de Wittenberg pendant près de 50 ans. C'est là qu'il immortalise les mœurs de ses aristocrates. Sous influence, à ses débuts du génie d'Albrecht Dürer, Cranach peu à peu s'affirme, trouve son style, impose sa patte. À la tête d'un atelier très prolifique, le clair-obscur devient sa signature. À partir des années 1520, quand il commence à trouver vraiment véritablement la manière dont il va représenter l'ensemble de ses autres peintures, son style d'atelier, c'est ce fond noir, très souvent, et cette simplicité de l'image, c'est ça qui fait aussi sa signature. La ligne est très sinueuse, surtout pour les femmes, mais il n'y a plus d'éléments narratifs. Tout ce qui faisait un petit peu, justement, ce qui était un petit peu le propre de la peinture avant, disparaît. Plus beaucoup d'animaux, presque plus de décors. Et également cette manière de poser les corps sur un fond, même s'il y a un léger décor, de sorte que le corps paraît comme décalé par rapport au fond. Donc ça, c'est très très nouveau également. Mais c'est l'histoire qui va surtout marquer l'homme et l'artiste. Cranach rencontre Luther, devient son portraitiste, pour finalement incarner la réforme par sa peinture. C'est le premier à fournir des images pour ce mouvement protestant naissant. Avec Luther et Mélenchon, un autre grand réformateur, ils travaillent vraiment ensemble pour essayer de penser une nouvelle image réformée, purifiée par la Réformation. C'est-à-dire une image où on élimine les saints. On a le refus des cultes des saints, donc on élimine les saints. Et c'est une image qui est très christocentrée, une image centrée sur la passion du Christ, sur la promesse du salut, et également une image qui choisit de représenter l'histoire biblique, Adam et Ève, mais aussi d'autres moments de l'Ancien Testament, Moïse. Redoutable homme d'affaires, le maître allemand, s'il supporte le mouvement protestant, continue pourtant à honorer les commandes de princes catholiques. Qu'elles soient catholiques ou protestantes, Lucas Cranach peint les femmes sous tous les angles dans leur plus simple appareil. Ces modèles dénudés sont aujourd'hui plus célèbres que leur auteur. Ces femmes, on les reconnaît même quand on n'a qu'une très vague idée de cet artiste. On les reconnaît au premier coup d'œil. Elles ont cette étrangeté, très souvent vers la fin de sa carrière, d'ailleurs des yeux très effilés qui remontent, vraiment des yeux de biche. Et puis cette fameuse silhouette très fine, très allongée, déhanchée, mais un petit peu ronde quand même. Donc il y a un canon qui n'appartient qu'à lui et qui évidemment est un mélange à la fois de sensualité, d'élégance et puis de bizarrerie. Et c'est cette fameuse bizarrerie qui est renforcée par l'expression des visages qui donne toute la richesse de ces tableaux. Entre érotisme et morale chaste, Cranach joue la carte de l'ambiguïté. Chez Cranach, il y a ce regard sur les femmes à la fois qui glorifie leur sensualité, leur beauté, et puis cette méfiance, cette pointe peut-être de misogynie qui existe en fait à l'époque et que Cranach a beaucoup travaillé. Comme ici, où Omphale l'intrigante apparaît triomphante, aux côtés d'un Hercule grossièrement ridicule. Jusqu'à sa mort en 1553, Lucas Cranach n'aura de cesse d'exposer la face cachée des femmes de son temps.